Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur AL24 News pour ce nouveau numéro d'édition spéciale. Les dirigeants de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, se sont réunis en sommet à Madrid. Un sommet qui a pris fin vendredi avec des conclusions plutôt inédites. Nous allons essayer tout au long de cette émission de mettre la lumière sur ce qu'il faut en retenir. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux géopolitologues de renom, en l'occurrence Manuel Pouchelet et Nicolas Mirkovic. Bonsoir à vous, messieurs, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à vous. Alors tout d'abord, Manuel Pouchelet, on va commencer par vous. Sur le site officiel de l'OTAN, on peut lire que les dirigeants ont approuvé le nouveau concept stratégique de l'OTAN qui guidera l'action de l'Alliance dans un monde devenu plus dangereux où la compétition s'intensifie. Je voudrais qu'on s'attarde un moment sur le terme compétition. C'est assez révélateur, mais compétition entre qui et pourquoi, selon vous? Alors, parler de compétition dans le cadre d'une alliance, on va dire, exclusivement militaire, ça me paraît un petit peu déplacé en termes de verbatim, hein, si je puis me permettre. C'est cité, c'est sur le site de l'OTAN, hein, je précise. Oui, je vous le confirme bien. En fait, si vous voulez, quand on regarde l'histoire de l'OTAN, avec sa création en 1949 et les dernières évolutions de ces dernières années, notamment avec un engagement massif en Europe à partir des années 90, puis ensuite en Asie centrale avec l'Afghanistan, l'OTAN a su se réformer. Ensuite, on a quand même eu un coup de semonce assez important avec la déclaration du président français, M. Macron, qui parlait d'une organisation en état de mort cérébrale. Et aujourd'hui, on entend parler de compétition et de concurrence. Certes, parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense que l'OTAN s'est voulu et s'est affirmé comme bras armé de l'ONU, hein, tel qu'elle le prétend, faut le signaler à nos auditeurs ce soir. L'OTAN, si vous voulez, est en pleine réforme et se cherche, d'autant que le conflit ukrainien, on va dire, balaye d'un trait tout ce qui était, on va dire, arrêté comme décision au niveau de l'organisation. Et une organisation qui réagit, qui réfléchit, qui parle de concurrence, dans ces cas-là, le terme tient, si vous voulez. Mais n'oublions pas, c'est quand même une organisation exclusivement militaire qui, pour l'instant, agit en forme de sous-traitance par rapport à, on va dire, une Union européenne qui est incapable de se doter d'un outil de défense propre à elle-même, chose que aurait je pense, souhaité M. Poutine. Hein, voilà. Donc maintenant, oui, l'OTAN, je vous le confirme ce soir, si on emploie le verbatim exclusif de cette organisation, oui, il y a une concurrence et principalement, ce sera le bloc russo-chinois. Voilà. Très bien, je vous retourne la question, Nicolas Mirkovic, sur le site officiel de l'OTAN, on vient de le dire, on peut lire que les dirigeants ont approuvé le nouveau concept stratégique de l'Alliance qui guidera l'action de l'Alliance dans un monde devenu plus dangereux, où la compétition s'intensifie. Ce mot compétition, que signifie-t-il réellement pour vous? Je pense qu'il y a deux analyses. D'abord, on voit que quand il parle de compétition, il parle essentiellement de compétition économique. Or, normalement, l'OTAN est une organisation de défense créée en effet en 1949, comme l'a rappelé M. Pouchelet tout à l'heure. Aujourd'hui, l'OTAN est en train de se rendre compte, en tout cas, que le monde change très vite. Et quand il parle de concurrence, il parle, à vrai dire, de la concurrence des États-Unis face à de nouvelles puissances qui ne veulent pas forcément qui n'entendent pas l'organisation ou l'évolution du mondialiste et qu'il est aujourd'hui sous la botte américaine. Et on pense et on parle notamment, et l'OTAN les a explicitement désignés, on parle de la Chine, qui est le concurrent principal, qui est amené à devenir, si ce n'est déjà le cas, la première puissance économique mondiale qui inquiète les États-Unis. On va d'ailleurs l'évoquer plus en détail dans cette émission. D'accord, qui inquiète l'OTAN et la Russie. Et là, quand on parle de Russie, on parle de concurrence évidemment plus militaire, puisque la Russie est pour la première fois une des premières puissances mondiales à montrer qu'elle n'avait pas peur de l'OTAN. Partout où l'OTAN était intervenue dans ces années précédentes, ou des membres de l'OTAN, que cela soit en ex-Yougoslavie, au Kosovo, en Irak, en Libye, personne ne s'était, aucun pays ne s'était soulevé. Les pays qui étaient visés par l'OTAN avaient essayé de se défendre, mais ne faisaient pas le poids militaire. Aujourd'hui, vous avez la Russie qui a montré qu'elle n'avait pas peur de l'OTAN et malgré on va dire la démonstration de force de l'OTAN à travers plusieurs exercices militaires avec plusieurs dizaines de milliers de personnes ces dernières années le long de sa frontière,
La Russie a montré qu'elle n'avait pas peur et aujourd'hui l'OTAN parle de concurrence. Voilà, le mot concurrence, je pense, ne convient pas. Or, Monsieur Mirković, dans les pays que vous venez de citer, beaucoup de spécialistes ont estimé que l'OTAN avait outrepassé ses prérogatives. Tout à fait. L'OTAN est une organisation, je le rappelle, de défense. C'est comme ça qu'elle avait été montée. Oui. C'est comme ça qu'on nous la présente. Or, en 1999, quand elle attaque la Yougoslavie, elle l'attaque illégalement, sans accord du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était clairement une organisation d'attaque. Quand l'OTAN intervient en Libye, la Libye n'avait rien fait à aucun autre membre de l'OTAN. C'est une décision de la France et du Royaume-Uni, suivi des États-Unis, d'attaquer un pays souverain. L'OTAN s'est déployée en Afghanistan. Pendant 20 ans, l'OTAN était présente en Afghanistan avec plus de 150 000 personnes pour à la fin laisser le pays aux talibans. Ça a coûté plus de 6 000 milliards de dollars. Et on peut dire que beaucoup d'argent a été déversé en Afghanistan, mais ce ne sont pas les Afghans qui en ont bénéficié. Et l'OTAN a montré son vrai visage ces dernières années. C'est une organisation d'attaque qui ne cherche pas la paix. On a vu son inefficacité dans ces différents conflits, puisqu'il y a encore des problèmes graves dans ces différents pays. On parle en ex-Yougoslavie, les problèmes ne sont pas du tout réglés. En Irak, les problèmes ne sont pas réglés. Oui. En Afghanistan, les problèmes ne sont pas réglés. Donc l'OTAN a montré son inefficacité militaire, mais sa vraie volonté de asseoir le pouvoir des pays atlantistes derrière les États-Unis d'Amérique. Très bien. Je propose de revenir sur le dernier sommet de l'OTAN. Dans sa conférence de presse de clôture, le secrétaire général de l'Alliance transatlantique, Jens Stoltenberg, a déclaré que la situation en matière de sécurité était la plus grave depuis des décennies. Pourquoi la situation actuelle inquiète tant l'OTAN? Est-elle vraiment grave selon vous? Monsieur Mirković. Ah, excusez-moi, pardon. Oui, la question vous était dirigée. Pourquoi elle est grave pour l'OTAN? Parce que justement, aujourd'hui, une puissance a montré qu'elle était prête à déployer de la force sur sa propre frontière. Le sujet ukrainien est un sujet qui est extrêmement complexe. Les Russes sont intervenus militairement parce qu'ils estiment qu'après 8 ans d'un coup d'État qui a eu lieu à Kiev en 2014 et la guerre civile qui s'en est suivie, eh bien, qu'il fallait régler le problème du Donbass, quelle est raison ou tort est un autre sujet. Elle montre qu'elle était capable de déployer sa force. La seule puissance qui a déployé quasiment sa force au niveau international ces dernières années était l'OTAN. Et les Américains pensaient qu'ils avaient vraiment le monde entier comme échiquier et qu'ils pouvaient faire plus ou moins la pluie et le beau temps pour mettre à la tête des différents pays les puissances qui leur soient, c'est pas inféodées, c'est un mot un peu trop fort, mais des puissances qui soient alignées sur leur politique. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils parlent de danger aujourd'hui? Parce qu'il y a de nouvelles puissances. Très bien. Derrière ces puissances, on a que derrière la Russie aujourd'hui, même s'il y a une condamnation au sein des Nations Unies, les sanctions contre la Russie ne sont appliquées que par une partie infime de la population mondiale et que de nombreux pays, implicitement, montrent qu'ils vont laisser la Russie mener leur intervention militaire en Ukraine aujourd'hui, qu'ils ne vont pas porter des sanctions pour autant, qu'ils veulent continuer à faire du commerce, à échanger avec la Russie. Et les États-Unis n'ont plus la puissance, le pouvoir aujourd'hui de dire aujourd'hui, voici les pays, les rogue states, les pays voyous, comme il le disait avant, avec lesquels vous n'avez pas le droit de faire du commerce. Rappelons que Cuba est sous sanction depuis les années 60, ouais. L'Iran est sous sanction, le Venezuela est sous sanction. Là, aujourd'hui, vous avez un pays qui est sous sanction, et malgré ça, d'autres pays du monde disent, bon, on va continuer à faire du commerce avec ce pays. Donc, du coup, le modèle atlantiste, le modèle américain d'après-guerre est en train d'être fortement secoué. C'est pour ça que l'OTAN s'inquiète. C'est pour ça que les États-Unis s'inquiètent. Le modèle hégémonique américain est fissuré et est en train de prendre l'eau. Très bien. Manuel Pouchelet, je reviens à vous. On l'a dit, Jens Stoltenberg a déclaré que la situation en matière de sécurité était la plus grave depuis des décennies. Pourquoi la situation actuelle inquiète tant l'OTAN? Est-elle vraiment grave, selon vous? Alors la situation actuelle est vraiment très grave, il faut le souligner, comme le déclare le secrétaire général de l'OTAN. Ouais, il faut vraiment le dire parce qu'aujourd'hui on a ce qui vient d'être dit par votre invité est tout à fait vrai. Moi j'ai la chance d'être établi sur des fois plusieurs pays et en fait à l'immixtion occidentale, on répond par la volatilité. Prenons par exemple au Moyen-Orient, ce qui a été dit en Irak, au Koweït ou même sous d'autres latitudes.
de toute façon, l'Occident et ses idées et ses valeurs ne font plus recette et au contraire suscitent même des divisions lorsqu'il y a immixtion prouvée. Et force est de constater que cela continue. Maintenant, la volatilité est extrême parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez au niveau de l'OTAN et de l'engagement, étant moi-même ancien militaire, je peux vous garantir, j'ai participé à des missions de l'OTAN et j'y suis revenu plusieurs fois sur les théâtres en fait. Et ce qui est inquiétant, c'est la durée des conflits. Et aujourd'hui, les conflits durent. Pourquoi ? Parce que au sein de l'OTAN, vous avez également des contradictions entre les pays et les politiques qui sont menées. Et croyez-moi que forcément, Washington impose le tempo, mais n'est pas forcément suivi. Et c'est ce qui ralentit, on va dire, l'efficacité de l'organisation, parce que vous avez quand même pas mal de pays qui en sont membres, et quand vous faites l'addition des accords entre ces pays, ça devient nettement plus difficile, d'autant que pour certains pays, vous avez également, je ne vais pas dire des conflits d'intérêts, mais c'est tout comme, puisqu'il y en a qui font partie d'autres organisations militaires, notamment en Europe. Donc finalement, l'OTAN aujourd'hui, et les propos se justifient, il y a une volatilité extrême, il y a une menace qui est devenue polymorphe. Et la menace n'est plus interétatique, elle est vraiment maintenant entre groupes d'idées. Et vous regardez, quand on fait le bilan du conflit afghan, on n'a pas affronté un gouvernement en Afghanistan, on a affronté des personnes qui se refusaient à accepter, on va dire, une idéologie, voilà, à se conformer à une idéologie, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, l'ennemi est multiple et polymorphe, et c'est ce qui inquiète, et il y a de quoi être inquiété. Monsieur Pouchelet, dans ses principales conclusions, la nouvelle doctrine transatlantique qualifie la Russie de menace la plus significative et directe pour la sécurité des alliés. Est-ce par rapport à son engagement militaire en Ukraine, qui est lui-même dû à la menace qu'est devenue l'Ukraine pour la Russie, pour avoir abrité des combattants néo-nazis et autres laboratoires douteux ? Bon, en ce qui concerne la Russie, oui, la Russie est une menace, mais c'est un petit peu bizarre ce changement de posture, d'autant qu'il fut un temps, et encore il y a... Mais la Russie se dit aussi menacée par les pays de l'OTAN. Oui. Alors, la Russie menacée par les pays de l'OTAN, ça c'est le discours de M. Poutine que l'on connaît, d'où sa réaction par rapport à l'Ukraine et ainsi de suite. Maintenant, je pense que la Russie et l'OTAN partagent les mêmes ennemis. Quel terrorisme international ? Et là, c'est vrai que l'OTAN et la Russie sont armés pour lutter contre le terrorisme. N'oublions pas les propos de M. Poutine concernant un moment la Tchétchénie, où il avait, je n'ose pas les reprendre parce que c'était empreint d'une certaine grossièreté, mais d'une forte volonté d'y mettre un terme. De toute façon, si l'OTAN axe, je pense, sa politique et sa nouvelle stratégie contre la Russie, elle fait une erreur. Il n'y a pas que la Russie, il y a d'autres ennemis de l'OTAN. Mais vous dites, M. Pouchelet, permettez-moi de rebondir sur un aspect que vous venez de soulever. Vous dites que la Russie et les pays de l'OTAN combattent les mêmes ennemis. Or, la Russie dit combattre des néo-nazis présents en Ukraine et des pays de l'OTAN arment ces mêmes néo-nazis. Oui, alors attention, moi je vais pas. C'est un sujet très délicat de qualifier de néo-nazi. Ça, c'est le vocabulaire de M. Poutine, où je vais rester très prudent sur cette analyse. C'est des groupes qui se revendiquent aussi. Oui, attention, oui. Attention. Bon, c'est vrai qu'il y a les fameux bataillons, etc. Et puis on connaît le passé, on connaît le passé de l'Ukraine aussi par rapport à cette période d'occupation où ils ont quand même accueilli l'Allemagne nazie au moment où il faut le rappeler aux téléspectateurs ce soir que l'Ukraine avait été quand même victime d'une famine avec plus d'une vingtaine de millions de morts. Donc forcément, il y avait un petit peu cet esprit de vengeance. Maintenant, quid de la légitimité du gouvernement que l'on soutient en Ukraine ? Ça, je laisse la responsabilité vraiment aux politiques de répondre, parce que là, on se demande. Mais maintenant, c'est vrai qu'au niveau l'OTAN, attention, je reviens sur ce qui vient d'être dit. L'OTAN est avant tout une organisation militaire. C'est pas une organisation politique. Je tiens à le souligner. Militaire de défense. De défense, oui, tout à fait. Quand on regarde, quand on regarde vraiment l'historique, c'était vraiment une posture offensive face à l'Union soviétique. Donc maintenant, l'OTAN, c'est, comme je vous l'ai souligné, dans les années 90, avec la chute du pacte de Varsovie, a décidé de se réarticuler dans un premier temps pour devenir le bras armé de l'ONU. C'est les dirigeants à l'époque qui l'avaient souligné. Maintenant, aujourd'hui, l'OTAN fait face à une menace russe, mais la menace n'est pas que russe. Il y a des multiples Russies partout dans le monde. C'est pour ça que le secrétaire de l'OTAN a de quoi être inquiet. Je le comprends tout à fait. Très bien. Je retourne la même question à Nicolas Mirkovic. Alors, la nouvelle doctrine transatlantique qualifie la Russie de menace la plus significative et directe pour la sécurité des alliés. Pourquoi, selon vous ? Je ne pense pas que ce soit tout à fait nouveau. Déjà, dans l'ancien discours de Stoltenberg et de ses prédécesseurs, ils désignaient la Russie vraiment comme une forme de menace. Là, ils disent que c'est la menace la plus importante parce que la Russie a ouvert la brèche
de nombreux pays sont très curieux, regardent de très près ce que la Russie est en train de faire pour voir s'il est enfin possible de mettre fin à l'hégémonie américaine dans le monde. N'oublions pas que les États-Unis ont des bases militaires, plus de 700 bases militaires sur le monde qui contrôlent quasiment tous les grands corridors d'acheminement des hydrocarbures. Ils sont extrêmement présents et ils savent déployer la force, l'armée. Ils savent aussi très bien manipuler et aussi bien les hommes politiques que les médias pour arriver à leur fin, pour renverser des gouvernements dans le monde entier. Ils savent, il y a derrière les États-Unis toute une campagne de peur qui a été semée sur les 5 continents et beaucoup de pays regardent de près ce que fait la Russie. Et la Russie a porté le premier coup. C'est ça ce qui est innovant dans cette histoire, c'est que ce n'est pas la Russie qui était attaquée frontalement, c'est la Russie qui porte le premier coup, non pas contre l'Ukraine, mais contre l'ingérence américaine en Ukraine. C'est mon interprétation. Je pense que donc du coup, ce n'est pas une doctrine nouvelle. Je pense que on connaît cette campagne aussi du bouc émissaire, du boogeyman, comme disent les Américains. Il faut incarner le mal. Donc du coup, oui. Saddam Hussein, c'était le diable. Slobodan Milosevic, c'était le diable. Kadhafi était le diable. Même si, quelques années avant, des hommes politiques européens, occidentaux serraient la main de ces mêmes responsables pour des grands deals économiques. Tout d'un coup, il faut incarner le mal. Et donc du coup, Poutine, la Russie incarne le mal. Et donc du coup, dans cette rhétorique, dans ce dialogue... Voilà, eh bien, il faut à tout prix que la Russie soit montrée sous que des mauvais angles. Donc diaboliser, selon vous, on a tendance à diaboliser la Russie ? Exactement. On devrait avoir et je pense que les Européens feraient mieux de se réveiller. On a un pays européen. La Russie ne va pas quitter l'Europe. Vous pouvez pas. La Russie du reste de l'Europe. Monsieur Mirkovic, permettez-moi, Monsieur Mirkovic, il y a un autre ennemi, pays qui est dans le collimateur des pays de l'OTAN. On l'a vu, cette nouvelle feuille de route cible aussi pour la première fois la Chine, qui représente, selon l'OTAN, un défi pour sa sécurité. Pourquoi la Chine est une menace considérée plutôt comme une menace pour l'OTAN ? Dans les deux cas, la Chine n'est pas une menace pour l'OTAN. La Chine, comme la Russie, ne font pas des exercices militaires, ne mènent pas ces exercices dans la baie de San Francisco ou sur la côte atlantique à côté de New York. Oui. Ces pays-là mènent des exercices sur leur propre territoire, des exercices militaires, ne représentent pas de menace. Les Chinois et les Russes ne vont pas envahir l'Europe. Ceci n'est pas au programme aujourd'hui. Ce sont pour les Américains et l'OTAN des menaces parce qu'ils menacent l'hégémonie économique et politique américaine dans le monde. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu une organisation mondiale de fait qui était pilotée par les Américains. Avant même la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le FMI, Bretton Woods, le GATT qui est devenu l'OMC, l'ONU, toutes ces institutions ont été fortement inspirées, dirigées par les États-Unis. Ce sont des institutions d'après-guerre dans lesquelles les Américains avaient la part belle. Alors c'est vrai, il y a eu un partage à un moment avec l'Union soviétique, mais une fois que l'Union soviétique est tombée, en 1991, les Américains ont cru que le monde allait leur appartenir. Ils parlaient de New American Century, le nouveau siècle américain. Et la menace aujourd'hui n'est pas une menace militaire, elle est une menace économique parce que les Américains, avec leur dollar, avec leur contrôle de certaines institutions, avec leurs 700 bases, plus de 700 bases militaires à travers le monde, contrôlent une bonne partie de l'économie de la planète. En tout cas, sont extrêmement influents. Et aujourd'hui, ce contrôle, cette hégémonie est en train d'être concurrencée par des moyens économiques, je veux dire, parce que même légaux, quand les Chinois fabriquent des téléphones et que la seule réponse des Américains, c'est de mener des sanctions contre Huawei, au lieu d'être plus ingénieux d'un point de vue économique, eh bien, on voit que les Américains ont peur de l'économie, du savoir-faire chinois, qui disent aujourd'hui, nous ne voulons plus être l'atelier de fabrication des producteurs. Nous allons voir ce que pense Manuel Pouchelet de ce point précis. Alors, on l'a dit, la nouvelle feuille de route de l'OTAN cible aussi pour la première fois la Chine, qui est qualifiée de défi pour la sécurité des pays de l'OTAN. Pourquoi ? Alors moi, je pense que je valide ce que vient de dire votre invité à 2000%. Alors, la Chine, une menace, je vais vous dire oui et non. Encore une fois, la Chine, on la retrouve également sur d'autres théâtres où sont engagés l'OTAN. On le voit sur le continent africain, on le voit sur d'autres pays. Moi, ce que je voulais rajouter aussi... Menace les intérêts des pays de l'OTAN ou menace les pays de l'OTAN ?
Alors moi, je vais aller au-delà. Moi, je pense qu'en fait, il faut faire attention. Je me demande si la Chine ne menace pas les Américains et non les pays de l'OTAN. La différence est là, parce qu'on a toujours tendance à associer les deux et à confondre les deux. Je vais vite rebondir sur ce qui vient d'être dit. Moscou est en Europe. Alors, ce serait peut-être bien que les Européens se mettent enfin d'accord sur une idée de défense européenne pour dialoguer et discuter avec M. Poutine, et chose qu'il appréciera, je pense. Parce que tant que l'OTAN est menée et dirigée avec le leadership américain et cette omniprésence, il faut savoir que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, elle dépasse son espace. On vient de parler de containment, le containment de la Chine, le containment de la Russie ont des réponses. Donc parler de menaces de la Chine sur l'OTAN, je vais dire, contre les Américains, oui, mais ce qui vient d'être dit, il y a déjà une guerre économique qui est déjà bien engagée, et la Chine n'est plus l'atelier du monde. La Chine, maintenant, innove. Pourquoi ? Parce qu'elle fait, à l'image des Américains dans les années 60 et 70, du drainage de cerveau, ce qu'on appelait le fameux brain drain. Hein. Donc maintenant, c'est une réponse. Attention, la Chine et la Russie font des réponses aux contradictions et aux immixtions occidentales, et je traduis aux immixtions et contradictions américaines. Voilà. Monsieur Pouchelet, alors, pour revenir aux décisions prises lors de ce dernier sommet de l'OTAN, une décision importante a été prise lors de ce sommet. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a levé son veto à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Alliance. Pour en savoir davantage, je vous propose de suivre ce sujet signé Karim Bouaziz. Longtemps perçu comme un modèle, une sorte de société éclairée, providentielle même, pacifiste, férue de justice sociale, teintée de valeurs supérieures. Durant la guerre froide entre les deux pôles surarmés qui se faisaient face, l'idéal nordique incarnait une troisième voie. Ceci désormais risque de faire partie de l'histoire après le consensus trouvé par les dirigeants des pays de l'Alliance réunis à Madrid. Le processus d'adhésion de la Suède et de la Finlande est désormais lancé. Une adhésion auparavant bloquée par la Turquie, membre de l'OTAN depuis 1952, qui accusait notamment Stockholm et Helsinki d'abriter des militants de l'organisation kurde du PKK sur son sol, qu'Ankara considère comme terroristes. Mais au terme de longues tractations, Erdogan a donné son accord, ayant estimé avoir obtenu une pleine coopération dans la lutte contre le PKK. Entre soulagement et inquiétude, la Suède reste partagée, à en croire les partis de gauche et surtout la communauté kurde. Interrogée, la chef de la diplomatie suédoise, Ann Linde, tient à préciser qu'aucune extradition vers Ankara ne sera effectuée tant qu'aucune preuve d'activité terroriste ne sera apportée. Un ministre suédois qui cache mal sa gêne en défendant un modèle suédois, spécificité qui risque, avec cette adhésion à l'OTAN, de passer aux oubliettes. La guerre en Ukraine a en effet jeté la Suède et la Finlande dans les bras de l'Alliance. Leur demande d'adhésion constitue une étape supplémentaire dans l'escalade des hostilités entre la Russie et l'OTAN, ainsi que dans une moindre mesure entre la Russie et l'Union européenne. L'expansion de l'Alliance vers l'Est depuis 1990 est un des facteurs déterminants du conflit. Toute adhésion à l'OTAN, selon les textes de l'organisation, mentionne un engagement de servir la dissuasion nucléaire. La marche vers le réarmement est désormais lancée par les deux pays nordiques. Faire machine arrière dans un avenir proche paraît incertain. L'idée nordique a vécu. Mais surtout, l'expansion de l'OTAN n'inquiète pas seulement la Russie, mais une bonne partie de l'hémisphère sud. Comme l'exemple du Quad avec l'Australie, le Japon et les États-Unis face à l'accord de sécurité de la Chine et des îles Salomon. Le monde se réarme et ces évolutions rappellent les conflits mondiaux d'antan. Et avec une adhésion à l'OTAN, la Finlande et la Suède se sont placées, contrairement à hier, du mauvais côté de l'histoire. Retour à vous, messieurs. Tout d'abord, Nicolas Mirokic, on l'a vu dans ce sujet. Combien de temps prendra cette adhésion et que va-t-elle apporter réellement ? Je pense que c'est pas encore fait. Erdogan a même dit que ça allait prendre du temps. Il a mis la barre assez haute. Je pense qu'il fallait à tout prix qu'au sommet de Madrid, l'OTAN sorte avec une espèce de mini-victoire de façade. Mais Erdogan a dit après que c'était pas encore fait. Il attend, je pense qu'il a demandé les noms de plus de 72 personnes qui doivent être extradées vers la Turquie. Et il a dit que s'il n'avait pas ça, eh bien, il avait de fortes chances que le Parlement turc refuserait de valider l'intégration de la Finlande et de la Suède au sein de l'OTAN. Je pense que c'est pas encore fait. En tout cas, ça montre que l'OTAN se fissure. C'est-à-dire que, comme on le disait en début d'émission, on a évoqué Emmanuel Macron qui, encore quelques années, parlait de l'OTAN comme d'une organisation d'État de mort cérébrale. Trump, pendant sa première campagne présidentielle, avait dit que l'OTAN était obsolète.
Et on voit qu'il y a des dissensions, il y a des dissensions même assez fortes au sein de l'OTAN entre la France et la Turquie, et on voit même l'accueil de deux nouveaux membres. Eh bien, vous avez un membre qui dit non, je ne suis pas d'accord avec ça, j'ai des conditions à satisfaire, c'est la Turquie. Donc l'OTAN est fragile, et c'est pour ça aussi, je pense qu'elle panique et qu'elle commence à voir le mal partout et qu'elle désigne des boucs émissaires. C'est qu'elle est une organisation et qui n'est plus aussi forte qu'elle était avant. Alors, il y a des distances. Je voudrais faire aussi rebondir, Monsieur Pouchelet, sur cette question. Alors, l'idéal des pays nordiques appartiendra bientôt au passé. Militariser la Finlande et la Suède ne se fera pas sans conséquence, je l'imagine, Monsieur Pouchelet. Oui, elle ne se fera pas sans conséquence, mais bon, de toute façon, Finlande et Suède sont déjà des observateurs des mouvements de la Russie avec la fameuse base de Mourmansk en Russie. Donc, quelque part, c'est ni plus ni moins qu'une officialisation des relations. Maintenant, en ce qui concerne la Turquie, je voulais revenir sur une chose. M. Erdogan est entre guillemets, se plie, on va dire, à un accord. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, il prépare une offensive contre les Kurdes en Syrie. C'est pour ça qu'il a accéléré l'adhésion, en fait, ou facilité. Parce qu'il sait pertinemment qu'il va avoir besoin de soutien, parce que cette fois-ci, il ne va pas affronter que les Kurdes en Syrie. Il va également affronter l'armée de Bachar el-Assad, qui, elle, est une armée rompue à l'exercice, qui est soutenue aussi par la Russie. Donc, si vous voulez, il y a une question d'emploi du temps. C'est ce qui a peut-être fait, entre guillemets, motiver M. Erdogan à faire cette adhésion, parce qu'il y a des contreparties militaires, notamment en termes de munitions, en termes d'équipement, que M. Erdogan souhaitait. On sait pertinemment l'affaire des F-35 qui a été refusée par l'administration Trump pour équiper la Turquie. Et dans l'urgence, M. Erdogan s'est aperçu aussi, en plein combat, notamment au moment d'Alep, qu'il était tributaire de l'OTAN, justement, pour son soutien logistique. Qui gagnerait en échange, oui. Alors, M. Pouchelet, il y a aussi le fait que les pays de l'OTAN ont validé un renforcement de leur présence militaire sur le flanc oriental de l'Alliance. Or, cela peut être interprété comme une menace, notamment par la Russie, n'est-ce pas ? Oui, la Russie va, je pense, réitérer son même message comme elle l'a fait avec la tentative d'adhésion de l'OTAN par l'Ukraine. Mais de toute façon, il y aura une réponse. Pour l'instant, on a déjà un élément de réponse. On parlait de guerre économique. La coupure du gaz est une réponse. Très bien. Monsieur Mirokic, Joe Biden a aussi, le président américain Joe Biden a aussi annoncé que les États-Unis allaient renforcer leur présence et leur positionnement militaire en Europe, annonçant donc la conduite à tenir en cas d'une éventuelle invasion de l'Ukraine. Comment interpréter un tel déploiement ? Pour moi, il a parlé de plus de F-16, F-35 plutôt au Royaume-Uni, un nouveau quartier général en Pologne. Il y a deux possibilités. Soit c'est une espèce de chant du cygne des Américains qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas plus faire grand-chose en Ukraine à part envoyer des armes. Je pense qu'ils veulent essayer de montrer une espèce de démonstration de force en envoyant des troupes. Alors, on parle de beaucoup de troupes. On parle de plus de 300 000 hommes qui seraient déployés, qui pourraient être déployés en Europe. Le danger avec ce genre d'opération de communication, c'est que vous avez 300 000 hommes d'un côté, vous en avez 200 000 de l'autre, vous avez l'armée russe, a encore beaucoup plus de divisions qui ne sont pas déployées sur le front. Les risques d'un incident, d'une erreur qui se transforme en incident politique, ou voire même d'une intention politique de créer un affrontement, deviennent majeurs. Deux armées face à face, un F-16 qui se trompe, un F-16 américain qui se trompe et qui bombarde une ville russe, c'est très très vite arrivé. Donc c'est une escalade de la tension et on est très loin de chercher la paix. L'OTAN qui est à l'origine de la déstabilisation, enfin les pays membres de l'OTAN qui sont à l'origine de la déstabilisation de l'Ukraine, là viennent de rajouter de l'huile sur le feu en prenant ce risque de déployer des hommes sur la frontière. Et d'attiser davantage de tensions dans la région. Et exactement. Et je ne suis pas sûr qu'ils mesurent les conséquences que cela pourrait avoir à un moment où les États-Unis sont en train de traverser une crise grave. Et on voit aux États-Unis des personnes qui sont et démocrates et républicains ou d'autres partis ou sans partis qui disent mais pourquoi est-ce qu'on déploie autant d'argent ? Pourquoi, à part servir les intérêts du complexe militaro-industriel qui, lui, est en train... Il faut regarder les actions en bourse des grandes sociétés d'armement américaines qui n'arrêtent pas de s'envoler. Eux ne connaissent pas la crise aujourd'hui, mais le peuple américain, lui, connaît la crise. Et ce choix est extrêmement surprenant à un moment où les Américains vont bientôt voter. On a les fameux midterms qui arrivent au mois de novembre prochain, à l'automne prochain. Et les Américains prennent ces décisions. Je pense qu'il faut faire attention. Et les Américains, Biden doit faire attention. Il était en train de se faire dépasser
par son bras militaire, et ce n'est pas bon pour l'Europe. Ce n'est pas bon pour l'Europe, ça c'est certain. Monsieur Mirkovic, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Cette émission touche à sa fin. Je remercie également Manuel Pouchelet. Messieurs, donc merci encore une fois d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes tous les deux géopolitologues. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al24 News pour suivre à 19h le journal en France présenté par Nouhad Belkhadem. Excellente soirée.